Salut à tous et bienvenue à l'épisode 18 avec les New York Knicks. On est toujours en My League, on est toujours sur NBA 2K19 et on a juste un match 7 de finale NBA à jouer. Contre qui? Eh bien oui, contre les Lakers de LeBron James, renforcés par un certain DeMarcus Cousins à l'été 2019. On sait qu'il sera free agent à l'été 2019 et qu'il a une chance de signer éventuellement aux Lakers, c'est vrai, à ce moment-là, et avec évidemment le soutien des Lonzo Ball, des Brandon Ingram, de Kyle Kuzma, etc., Josh Hart, voilà, bref, tout le monde est là dans tout ce qu'on peut imaginer, donc c'est parfait. La seule chose, et les seuls qui sont pas là, et là honnêtement c'est la honte totale, c'est le public. Ça c'est quand même incroyable. Je n'ai jamais assisté comme ça à un match 7 des finales dans le jeu où le public était comme ça clairsemé, rempli à moitié ou rempli aux trois quarts, quoi. Voilà, rempli aux trois quarts. Punaise, c'est honteux. C'est vraiment honteux, c'est dommage. J'ai failli recharger le match en fait. Quand j'ai vu ça d'entrée, et puis après je me suis dit, ah bah allez, ça fait partie du truc, de toute façon ça se trouve t'auras la même chose si tu recharges. Donc bon, voilà. Allons-y. Donc match 7, on se souvient que il y avait eu là un très joli contre d'Anthony Davis, bien aidé aussi par Porzingis. On démarre le match plutôt pas mal au niveau de la défense, parce que on encaissait que 3 points sur la moitié du premier quart-temps, feinte de pick and roll, on ressort pour Anthony Davis, bam, 9-3. Donc c'est plutôt pas mal ce départ. Après, attention, hein, avec LeBron James, il n'y a jamais rien qui est fait, puisque regardez, un petit panier par-ci, un 2+1 par-là, ça y est, c'est recollé, il n'y a plus de différence. Donc voilà, même capable de prendre le score juste derrière. Je prends un temps mort. On va repartir sur nos bases habituelles. On est sur de l'exécution de système. Là, le Fist 25 clear, c'est-à-dire que Winslow va profiter, mais vous voyez, il est pas bien pris l'écran. D'un écran qui normalement aurait dû être posé par Anthony Davis. Mais en l'occurrence, on a réussi à bricoler du pick and pop malgré tout, donc ça va. C'est acceptable. Là, j'ai eu un oubli défensif. Et puis alors, de toute façon, dans ce cas-là, c'est cash. Dès qu'il y a oubli sur LeBron James ou sur DeMarcus Cousins, bah c'est ficelle quoi. Hein, c'est ficelle, 3 points. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien, tant mieux, hein, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer correctement, sinon on se fait vraiment avoiner, donc c'est tant mieux. D'ailleurs, au match 2, je crois bien, il y avait eu comme ça un buzzer beater de LeBron James. On peut pas dire qu'on avait spécialement mal joué, mais voilà. Bonne défense, mais encore meilleure attaque. Donc voilà, après, on voit que s'il y en a bien un qui montre qu'il va falloir vraiment plus que compter avec lui, mis à part aussi Knox, hein, qui n'arrête pas de faire des progrès, c'est l'ami Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, bien souvent, il est monstrueux. Il pose des écrans, c'est numéro 26, hein, donc, pour être sûr. Il pose des écrans, il termine en alley-oop, il prend des rebonds. Regardez, il se permet même à des moments de manière acrobatique de poser du 2+1 et des claquettes dunk. Enfin bref, Mitchell Robinson, vous avez vu l'écart au score ? Il en est grandement responsable. Mitchell Robinson nous a vraiment joué un rôle de facteur X dans ce match 7 là, un rôle majeur. Donc waouh, ça fait plaisir. Quand je vois d'ailleurs la façon dont il joue et dont il a progressé, je serais à 2 doigts de tenter un truc totalement fou à l'intersaison, c'est de laisser partir Anthony Davis et de me dire que je mets Robinson en 5 titulaire. Et voilà. Mais après, je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que quand vous avez Anthony Davis et quand il accepte de re-signer chez vous,
Enfin, faut quand même être débile pour le faire partir, quoi. Ou alors, faut pas l'aimer. Donc, en l'occurrence, ben, je l'aime bien, moi. Donc, voilà, c'est dur, hein, c'est dur, on a pas envie de le lâcher nécessairement, mais bah, quand on voit la force de Robinson, là, franchement, c'est énorme, du coup. Et ouais, parce que si on garde Davis et l'ami Porzingis autour duquel, c'est son équipe, hein, Porzingis, hein. C'est l'équipe de Porzingis, le New York Knicks, hein. Donc à partir de là, me défaire d'un des deux, certainement pas. Bah donc ça condamne Robinson à être en sortie de banc. Voilà. Il faudra juste voir que le mec perde pas le moral. Alors qu'on voit qu'on s'était détaché pas mal, hein. Et puis là, mine de rien, ça revient. Ça revient à -6. Autant dire que c'est dans le match, hein. Là, les Lakers sont complètement revenus dans le match. Là, j'ai quand même une différence de taille à jouer, hein. Ça se joue, ça, hein. Quand on a un Porzingis comme ça sous le cercle face à Lonzo Ball, bah il faut jouer la différence. Donc voilà, après un peu de pick and roll, de pick and pop, par-ci, par-là, là c'était plus du pick and pop. Anthony Davis va être élu homme du match, mais en ayant quasiment les mêmes stats que son compère de la raquette, Kristaps Porzingis. Donc les deux sans la moindre surprise, ils ont été hyper performants. Et puis là, on a un petit système qui est sympa parce qu'il offre un tir à 3 points, le Fist 2-3. Tir à 3 points pour l'arrière, en l'occurrence Josh Richardson, qui est venu comme ça planter ce qui était probablement le panier de la victoire, même si il y a encore des petites velléités. Non, voilà, c'est terminé. On va juste clore le truc proprement par une petite combinaison là encore avec Porzingis à la conclusion, et puis encore la même, plus ou moins la même en tout cas, avec Anthony Davis, pick and pop. Voilà, c'est fini, c'est fini. Il y a quand même un écart au score, hein. On n'a pas souffert plus que ça sur ce match 7, et donc c'est enfin le titre pour les New York Knicks. On est à l'épisode 18, ce qui veut donc dire qu'on a attendu 17 épisodes sans gagner quoi que ce soit avec ces Knicks. Ouf, on a notre titre NBA. Bon, maintenant il y a des questions qui se posent, on va y répondre juste après. C'est la suite, hein. Comment est-ce qu'on l'envisage? J'en ai déjà un peu parlé par rapport déjà au cas de Mitchell Robinson. Bon, ce qui est certain, c'est que la progression là qu'on a eue, elle est assez régulière. C'était demi-finale de conf avec l'apport de Gasol en 2019. C'était ensuite une finale NBA où on s'est fait battre au match 7 justement contre les Warriors en 2020. Et là, c'est le titre avec Kristaps Porzingis MVP des Finals, donc il gagne un insigne. C'est sympa, l'insigne ADN de championnat, parce qu'il y a un insigne qui est super précieux dans le jeu, hein, l'insigne ADN de championnat, il vaut vraiment le coup ce truc-là. Donc quand vous avez un type qui est MVP des finales et qui l'a jamais été auparavant dans sa carrière, vous allez comme ça ramasser l'insigne au passage. C'est toujours une bonne chose. Donc voilà, Porzingis donc a progressé grâce à cela. Et on va aborder maintenant l'intersaison. Alors avec quelle je dirais priorité? Comme je le disais précédemment, il y a KCP qui a pris sa retraite. J'ai envie de faire un gros lol. Après vous avez comme ça plein de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en NBA, qui du coup prennent leur retraite après. Voilà, ça veut dire qu'ils peuvent aussi aller jouer en Europe, ils peuvent aller en Chine, ils peuvent faire plein de choses, quoi. En tout cas, ils disparaissent de la partie, hein, en l'occurrence. Donc, quelle suite à donner là pour ces Knicks? Bon, très clairement, il n'y a pas grand-chose. Il y a que deux possibilités, hein. La première possibilité, alors qu'on voit que je me tâte là, je me tâte à faire quoi? Ah oui, à mettre un format de playoff qui mélangerait Est et Ouest. Je suis à deux doigts de le faire, mais je le fais pas pour cette année. Enfin, pour l'année suivante, du coup.
je le rejette, mais je pense que l'année d'après, je le mettrai en place. Ça peut être vachement fun. Et puis en plus, là, on est en 2021. On peut imaginer que la NBA, là, dans les 5 prochaines années, évolue éventuellement vers un format où les 16 meilleures équipes, Est-Ouest confondues, seraient classées ensuite 1 à 16 et mélangées au moment des playoffs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc Vince Carter, c'est toujours notre coach. On a toujours un très très bon staff. On est très très content. Il n'y a rien à changer. Tout le monde est sous contrat. Donc quelle direction donner? Bah déjà, il y a la draft. Il y a la draft à laquelle on a un choix qui est vraiment moyen, plus que moyen, voire même mauvais. On a le 30e choix. Je vais aller chercher un jeune. Je vais aller chercher un petit jeune là qui s'appelle Guillermo Lopez. C'est un ailier. Il a plutôt un gabarit intéressant. Et puis je vais essayer de le faire progresser. Je vais essayer de le faire progresser pour que éventuellement l'année qui suit il puisse rentrer dans la rotation peut-être. Voilà. Ou peut-être encore l'année suivante. Ça dépend un petit peu si ça se passe bien ou pas. Après on a des options équipes évidemment qu'on les accepte. Hein. Évidemment qu'on garde les contrats rookies d'un Knox, contrat rookie d'un Mitchell Robinson, évidemment. Par contre, on a Frank Ntilikina qui va être free agent, mais il va être protégé, alors qu'on voit qu'Anthony Davis s'est fait proposer un contrat par le Miami Heat. Donc, je vais pas réfléchir. Allez, on va résoudre la question tout de suite. On va lui envoyer un contrat max, tout simplement. Un contrat max, 4 plus 1, et le 1, il est option joueur. Donc 4 plus 1, c'est un peu le format que les joueurs préfèrent. Je lui mets juste pas la no trade clause, quoi. Voilà, parce que voilà, je veux pas la mettre. Et puis du côté de Frank Ntilikina, c'est pareil, il va y avoir un contrat assez gros qui va être donné parce que il a bien progressé le Frankie. Il est très très bon. Et puis voilà, après du coup j'ai mes 8 joueurs à partir du moment où j'ai prolongé ces gars-là. Hein. Et puis je vais aller chercher comme ça des mecs qui vont nous aider à boucher un peu tout ça, des vétérans. On a vu un Bielitsa, on a vu un mec que j'aime bien, c'est Mo Harkless des Blazers. Un Kylo Quinn, c'est pour le côté affectif. Je sais plus si je l'ai dit pour Bielitsa. Là encore, en tant que vétéran, pour peut-être transmettre un peu les insignes, on va voir. En tout cas, voilà, ça progresse tellement bien que de toute façon, là, les vieux ont régressé, mais nos jeunes ont tellement bien progressé avec des plus 3 là, pour Knox, pour Ntilikina, pour Robinson, que franchement, ça se passe comme on veut. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses blessures non plus. Il y a des petites blessures par-ci par-là, mais rien de bien majeur. Je prends sur le tard un Nwaba, parce que je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas si on a un blessé. Nwaba est un joueur que j'aime bien. Il est un peu limité, hein. Il est un peu limité, mais en 3&D, ça peut me suffire. Un joueur qui défend en plus plutôt correctement. Donc, alors, on va... Là, plutôt, ce sont des prolongations de contrats, mais par anticipation sur l'été suivant. Hein. Ça veut dire que c'est des contrats qui vont être effectifs à l'été 2022. Je ne vais pas laisser partir Mitchell Robinson. Je pourrais pas faire ça. Je peux pas faire ça. Le mec, c'est un de nos 3 mecs de base avec ajouté à Porzingis, bien sûr, hein, ça fait 4. Mais c'est un des types sur lesquels j'ai basé la partie. Robinson, Knox, Ntilikina, plus Porzingis. Donc je vais pas le laisser partir. Voilà, on est pas mal. Hein. On a 2 joueurs à plus de 90. Puis après, il y a un noyau de joueurs là entre 78 et 83. 6 joueurs entre 78 et 83. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La rotation à 8, elle est assurée. Derrière, je suis content parce que les mecs qui ont vieilli et qui ont régressé, eh bien, ils ont gardé des insignes intéressants. On voit que là, par contre, au niveau du potentiel actuel, Ntilikina, il est à 86. Le potentiel de Robinson également, et celui de Knox est à 88. Les joueurs, faut savoir qu'ils progressent jusqu'à 25 ans, grosso modo. Donc, si un mec a 24 ans, ça sert plus à grand chose de lui mettre du potentiel inexploité. Je vais considérer que
Robinson, il est encore assez loin de son potentiel, donc il aura le temps d'aller peut-être à 86. En revanche, Ntilikina, il en était plus très loin. Du coup, voilà pourquoi j'ai privilégié certains par rapport à d'autres. Puis il y a ce petit jeune là, il y a ce petit jeune argentin là qu'on a envie de booster, ce petit ailier là qui peut, qui sait, peut-être nous faire un genre de Gallinari ou quelque chose de similaire. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois son profil. Voilà, hein, nos vétérans, encore une fois, je le dis, nos vétérans, ils sont pas recrutés pour jouer beaucoup, ni même d'ailleurs pour jouer du tout. Hein. Encore une fois, c'est vraiment aux insignes que je pense par rapport au mentorat. Vous voyez, je pars sur une rotation qui est quasi similaire à celle de l'année d'avant, comme on avait terminé en tout cas. C'est-à-dire que Ntilikina Richardson, par exemple, je fais rentrer sur la toute fin. Voilà. Puis sinon, partage des minutes à l'intérieur à 3 entre Porzingis, Davis et Robinson. Hormis voilà 3 petites minutes par-ci pour Justice Winslow quand on passe en small ball sur le début du quatrième quart, mais voilà, anecdotique. C'est vraiment pour l'essentiel des minutes qui sont données à 3 mecs en priorité à l'intérieur. On a nos stratégies, on jouait avec les stratégies du Heat l'année précédente. Cette fois-ci, on va se prendre les stratégies des Pacers. Parce que j'ai joué avec les Pacers, j'ai déjà fait une vidéo avec, et j'aime beaucoup, beaucoup le playbook des Pacers. Je sortirai une vidéo d'ailleurs dans pas très très longtemps dessus, dans laquelle je parlerai de certains systèmes que j'ai trouvés qui sont vraiment super marrants. Et puis d'entrée, on a un test super sympa, gros défi face à une très belle équipe des Sixers, qui est sur le papier quasiment aussi forte que nous, hein, voire même légèrement supérieure au niveau des overalls. Alors on y va. On voit que d'entrée, Anthony Davis s'est régalé sur le contre, et vous verrez que c'est pas fini. Dans ce match, il y a eu un paquet de contre de notre part. Pas mal d'interceptions aussi, parce qu'en fait en défense on est bien vigilant. Il y a des grosses qualités défensives là. Hein. Le Richardson il est monté à A- en défense. Ntilikina il est à A. Dunn il est à A ou A-. Winslow, Knox sont pas mal, ils sont au minimum à B+, je crois, ou A-. Ah, c'est pas mal. Hein. Puis après en défense intérieure. Alors regardez cette action. En défense intérieure, on a aussi ce qu'il faut. Sur cette action, c'est quand même incroyable. Il va y avoir genre 6 rebonds offensifs d'affilée des Sixers. On va contrer, contester et tout ça. Allez, c'est fait. Donc là, contestation, premier rebond offensif. La recontestation, mais deuxième rebond offensif. Ensuite, là, ça va être un contre, puis troisième rebond offensif. Contre, quatrième rebond offensif. Contestation, cinquième, sixième, voilà. Donc, bon, ça rend fou. Ça rend totalement fou. Mais bon, voilà, c'est un des trucs du jeu. C'est à des moments, on se fait totalement posséder au rebond. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ça doit être codé comme ça. Et voilà. Donc, en ce début de partie, là, on est en face d'un Ben Simmons de gala qui est vraiment énorme. On continue à voler des ballons. Voilà, et à conclure en contre-attaque. On a ce qu'il faut. C'est une équipe qui aime courir, qui vole des ballons, qui court et qui va conclure, y compris quand on a le temps. Hop là, on se cale un peu, on se décale aussi et on aligne. Donc voilà. Après, il y a quand même toujours des. Ils sont opportunistes, ils sont dangereux, hein, ces Sixers là. Je les ai vraiment trouvés bons. Je les ai vraiment trouvés bons sur ce match. Même si Joel Embiid, on l'a relativement embêté. Parce qu'en fait, en face, il y avait tantôt Anthony Davis, tantôt l'ami Mitchell Robinson. Et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, c'est quand même une grosse opposition défensive hein, pour Jojo Embiid. Du coup, il a été un peu embêté. En revanche, Ben Simmons, j'ai jamais trouvé le moyen de le contrer. Jamais.
tellement le mec à des moments est juste injouable en fait. Puis il a une espèce d'élasticité là comme ça, une agilité, une vitesse aussi hein, d'exécution, qui fait qu'en fait il va réussir des moves assez simples. Alors, des fois quand même on l'a un peu embêté, mais il va réussir comme ça des moves qui sont somme toute assez simples, mais en fait très très difficiles à empêcher parce que exécutés très rapidement aussi. Donc difficile. Après j'ai trouvé que Covington était super bon. J'ai trouvé Covington vraiment dangereux. Saric dans le jeu, il manque de physique en fait. Ouais, cette partie je l'avais lancée avant le trade, hein, évidemment qu'on connaît tous. Covington, Saric, enfin en tout cas pour résumer l'essentiel, Covington, Saric contre Jimmy Butler. On sait qu'il y a Bayless et un deuxième tour de draft, mais comme je l'avais commencé tout de suite à la sortie de Touquet cette partie-là, bah du coup je me suis retrouvé. Alors après j'ai plus fait les trades parce que j'avais déjà avancé, j'étais à la saison 2, ça n'avait plus aucun sens quoi. On était déjà dans une NBA alternative, donc tant qu'à faire, voilà, je laisse. Et donc je trouve pas mal Markel Fultz. Il est physique, il est toujours un peu dangereux quand même le Bonzin. Pour dire que finalement dans la réalité on sait pas trop ce que sa carrière peut devenir là hein. En tout cas dans les mois qui viennent, les gros points d'interrogation. Ils nous font quand même une jolie fin de match hein, ces Sixers, tel point qu'on se retrouve mené de 2 points et on va se réfugier dans ce qu'on connaît très bien, c'est le pick and roll. Alors là quand même il y a un oubli défensif de Porzingis. Bon, il va falloir se rattraper. Là Dunn fait une feinte de prise d'écran sur le pick and roll et bam, il termine au cercle. Ça c'est pas mal ça. C'était une action qui était intéressante puisqu'on récupère un panier facile en fait. Là le contre sur Joel Embiid de Mitchell Robinson. Derrière contre-attaque, voilà, on voit que c'est pas ouvert, on va repartir. Je vais reconstruire sur un pick and roll. Voilà, je vais faire venir Porzingis. Voilà, Winslow joue bien le pick and roll parce qu'il prend Simmons et Porzingis a un gros avantage de taille, il peut aligner à 3 points là, comme ça relativement facilement. Derrière, c'est plus facile à défendre hein, quand on mène de 3. C'est plus facile et là on intercepte, on va tomber dans le fall game. Voilà, Kemba Walker n'aura vraiment pas été génial hein, avec ses Sixers. Sur le papier, je craignais parce qu'il y avait de l'overall. Après, on voit qu'ils nous ont embêtés, hein. Mais j'ai trouvé Kemba Walker vraiment en dedans, par contre. Et leur rookie là, espèce de Connor. Ils ont comme ça quelques rookies intéressants ou des sophomores. Pas inintéressants. Ils peuvent être peut-être pénibles dans 2 ans ou comme ça, hein, ou peut-être l'année prochaine déjà. Mais là, pour cette année, allez, j'ai encore l'impression on aura l'ascendant sur cette équipe-là si on la croise. Il faudra juste arriver à mieux maîtriser Ben Simmons. Je pense que si tel était le cas en playoff, si on les rencontrait, j'aurais peut-être tendance à lui mettre dans les pattes un Justice Winslow pour qu'il y ait du physique à 2m03 et bon donc un peu plus petit que Simmons, mais voilà. Et pour qu'il y ait peut-être plus de rapidité latérale, peut-être plus de moyens de gêner l'animal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Il faut dire à très bientôt pour d'autres épisodes de d'autres séries et également une suite à cette petite saga avec les Knicks où mon objectif il est clairement d'essayer de glaner peut-être plusieurs titres. On va être modeste, on va déjà viser un back-to-back et puis on verra bien la suite. Je vous dis à très bientôt, bye bye.